Oui, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas trop le choix, il faut partir de la définition de la convergence uniforme. Et justement, pour une série de fonctions, la définition de la convergence uniforme, c'est... Voilà pourquoi il faut faire ces preuves de cours. Pour la série des Fn. La série des Fn converge uniformément si... Ah, alors je suis d'accord qu'il faut déjà que sigma des Fn converge simplement vers, si j'appelle S sa somme, converge simplement vers sa somme. Donc c'est-à-dire que, ou autre façon de le dire, ça, pour tout x appartenant à A, sigma des Fn de x tend vers une quantité qu'on appelle S de x quand n tend vers plus l'infini. Ok, ça je suis d'accord. Et ensuite... Alors, plus que la valeur absolue, oui, ça va être la norme infinie, vu qu'on va faire le sub de la valeur absolue, mais la norme infinie de... En fait, c'est juste ça, moins la somme, c'est en fait, la convergence uniforme de la série, c'est la convergence uniforme de la suite des sommes partielles. Donc, ça fait S moins la somme des FK en norme infinie doit tendre quand n tend vers plus l'infini vers 0. Ok. Ce qu'on peut renoter en général, c'est plutôt ça, qu'on renote justement la somme pour k, pardon, oui, si pour k égale n plus 1 à plus l'infini, parce que du coup ça va de 0 à plus l'infini des fk, en norme infinie, tant quand n tend vers plus l'infini vers 0. Ok. Et donc comment vous allez vous servir de ça? Alors justement, là, il faut que vous vous rendiez compte de quelque chose. Ce qu'on voudrait faire, c'est par exemple ce qu'on peut faire sur ce genre de normes, c'est faire des majorations. Et si on veut faire des majorations, euh, ou alors on peut le faire autrement, j'y avais pas pensé. Je viens de penser à une autre idée là, ça doit suffire du coup avec votre sens à marcher. Oui, donc on a que la série des Fn converge uniformément, donc on a que ceci. Euh, oui, si ceci tend. Ouais, si je l'ai. Enfin, vous voyez, alors, juste j'allais vous dire, il y a un truc qui va pas bien marcher, clairement. Par contre, ça c'est sûr que ça va pas bien marcher. C'est que si vous partez de ça comme définition et que vous essayez d'utiliser ce que vous savez sur les normes, vous allez vouloir majorer cette quantité. Majorer cette quantité, par exemple, par dire que la valeur absolue de la somme, enfin la norme de la somme, c'est plus petit que la somme des normes. Mais dans ce cas-là, les inégalités sont dans le mauvais sens. Vous allez majorer quelque chose qui tend vers 0 par quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Du coup, j'allais vous dire, comme idée, je n'étais pas sûr que ça marchait très très bien, mais c'était mon idée initiale, j'aurais dit, bah, je vois pas trop comment on va faire, donc on va plutôt passer par la contraposée. J'aurais essayé de dire, la suite Fn ne converge pas uniformément, alors montrons que la série ne peut pas converger uniformément. Je vais ça comme ça. Là, j'ai une idée qui me paraît beaucoup plus raisonnable et bien mieux. L'idée, c'est d'arriver à contrôler, du coup, on est d'accord, on voudrait contrôler cette quantité quand n tend vers plus l'infini. Comment vous pouvez me la réécrire autrement, sans sortir du symbole
norme infinie. On va vraiment jouer avec un symbole norme infinie autour, mais je voudrais réécrire Fn par rapport à ma série. Comment on peut réécrire la quantité Fn par rapport à la série? La série moins notamment, ok. Là, c'est de voir k égale 0 jusqu'à n-1 plus Ah, fn. alors justement, ça c'est la somme, cette quantité-là c'est la somme pour k égale 0 à n dfk, moins la somme pour k égale 0 à n-1 dfk. Je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, ce qui va faire marcher les choses, mais il faut arriver à l'écrire, c'est juste ça, mais ce qui va faire marcher les choses, c'est que ceci va tendre uniformément vers S, ceci va tendre uniformément vers S, du coup la différence des deux va tendre vers 0. Il faut juste l'écrire. Du coup, avec ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous écrivez pour finir la preuve et ça va être fini en 2 lignes? Le but c'est de montrer que ça tend vers 0 et ça va tendre vers 0 parce que l'un tend vers S et l'autre tend vers S. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais juste forcer à apparaître. Je vais forcer S à apparaître en plus et en moins. Du coup, ceci, ça va me faire la somme pour k égale 0 à n dfk, moins S, plus S, moins la somme pour k égale 0 à n-1 dfk. Et là, maintenant, je peux appliquer tranquillement l'inégalité triangulaire, dire que ceci, c'est plus petit que là. Alors, c'est toujours la norme infinie. Hein. La somme pour k égale 0 à n des fk moins s, plus la somme de S moins la somme pour k égale 0 à n-1 des fk en norme infinie. Et maintenant j'ai gagné parce que ceci tend vers 0 et ceci tend vers 0. Donc par théorème d'encadrement, ceci, le Fn tend vers 0 en norme infinie. Ok. Preuve directe qui me paraît plus pratique que ce que j'avais comme idée de base qui était de faire une contraposée, parce que j'avais un défaut à la contraposée que j'avais pas encore réfléchi et comment débloquer, qui était que je pouvais avoir qu'il existait Xn. Oui, bonjour. Ah, il doit être dans le couloir de physique. Je sais pas quelle salle exactement, mais ils sont dans le couloir de physique. Ils commencent peut-être à 10h par. Bah non, ils ont 11h. S'ils doivent commencer à 10h, mais j'ai vu Monsieur Le Pif. Bon, bref. Oui, donc je disais, j'avais qu'on pouvait trouver qu'il existait Fn tel que Fn de Xn ne tend pas vers 0. C'est comme ça qu'on peut nier la convergence uniforme. Mais du coup, comme c'est un Xn qui est lié à Fn, je peux pas mettre un X dans toute la série. Ou alors il faut que j'isole le terme en Fn de Xn. Enfin, c'était pas si évident que ça par contre à poser. Maintenant, du coup, il vous donne cette série-là. On pose pour tout n, pour tout x, fn de x qui est nx carré exponentielle moins x racine de n. Prouver que la série des fn converge simplement sur 0 plus l'infini. La série des fn converge-t-elle uniformément justifiée? Allons-y. Bon, la convergence simple, ça va être très rapide. Donc la fonction, c'est fn de x qui vaut ça. C'est nx carré exponentielle moins n racine de x, ou c'est x racine de n? C'est x racine de n, excusez-moi. Soyons clairs, ceci, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, quel que soit x, alors strictement positif. Si je pose juste un changement de variable u qui vaut x racine de n, ça c'est la même chose qu'écrire u exponentielle de moins u, avec u strictement positif. Du coup, ceci tend vers 0 quand u est strictement positif par croissance comparée, on est d'accord. Ah mince, c'est la série qu'il faut. Mince, j'ai prouvé la convergence simple de la fonction, pardon, pas de la série. Excusez-moi. Donc c'est la série de fonctions qu'il faut prouver, donc là ça va être un tout petit peu plus long. Comment on prouve la convergence de la série de fonctions? Ça va pas changer grand-chose, mais...
comment on va montrer que c'est bien pour tout x strictement positif qu'ils veulent. Ouais. Ah, ils veulent aussi en 0. Ah oui, parce qu'en 0, ça fait 0. Ok. Comment on va montrer que la série de fonctions converge? Alors, je vais déjà faire ma disjonction de cas, même si ça devrait venir après. Fn de 0, ça fait 0. Donc, la série des Fn de 0 est égale à 0 et converge. Celle-là, elle est gérée. Et maintenant, pour tout x strictement positif, comment vous allez me prouver que la série des Fnx converge? Alors, un équivalent du terme général. Le terme général, c'est déjà un produit de terme. Il n'y a aucun plus, il n'y a pas de... Donc, c'est typiquement le genre de quantité où on a déjà trouvé ce que j'appelle l'équivalent simple. Et je l'ai déjà dit, on n'enlève pas à l'infini les constantes. Donc, si x carré est une constante, les termes en puissance, il y a du n, et les termes en exponentielle et ln. Donc, on n'a qu'un terme en exponentielle, on n'a qu'un terme en puissance, que des constantes. On ne peut pas le simplifier, ce terme-là. Donc non, on a trouvé l'équivalent simple. Maintenant qu'on a l'équivalent simple, comment on prouve la convergence? En plus, là, on nous demande de la convergence, donc on n'a pas besoin de réfléchir trop. Il faut se comparer à Riemann, c'est tout. Donc je vais diviser ça par du 1 sur n carré. Alors ça a pu faire ma même limite, ça va me faire du n cube x carré exponentielle moins x racine de n. Mais si vous voulez, si je refais le même changement de variable en posant u qui vaut x racine de n et donc qui me donne u strictement positif, cette chose-là, ça va me donner du exponentiel moins u. Ça va me donner du... Alors je vais me retrouver avec du u6, mais sur x. Sur x. J'avais mis du u ici, c'était du carré, hein, mais ça ferait un truc comme ça. Enfin, c'est juste ça si je pose les choses comme ça. Et ceci, ça tend quand u tend vers plus l'infini, tout simplement, encore une fois, vers 0 par croissance comparée. Rien n'a changé. Donc, alors, on peut le mettre fn de x qui était positif, c'est juste pour dire que c'est une série à terme général positif. Vérifie. Fn de x est un petit taux de 1 sur n carré avec la série des 1 sur n carré qui convergent. Par critère de comparaison sur les séries à terme général positif, cette série converge. Pour tout x strictement positif, comme elle convergeait pour les x, pour le x égale à 0, elle converge simplement sur 0 ou fermé plus l'infini. Ok? Donc ça marche. Maintenant, je reviens sur l'énoncé. On a une question ouverte. Cette série converge-t-elle uniformément justifiée? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici, d'après vous? Moi, ça me paraît évident ce qu'ils veulent essayer de faire. Un contre-exemple de quoi? De la question 1. Ils veulent prouver qu'en fait, on va juste étudier la convergence uniforme de la fonction, montrer qu'elle ne converge pas uniformément vers 0, donc par contraposé de la question 1, on ne peut pas avoir convergence uniforme de la série de fonctions. Alors pourquoi ça paraît aussi logique? Deuxième idée qu'il faut avoir sur cet exercice. Si vous regardez le terme général en x maintenant de cette fonction, on a une fonction en x carré sur r+, une fonction en x carré sur r+, c'est croissant. On a une fonction en exponentielle négative qui est décroissante. Vous êtes d'accord? Donc on fait un produit des deux, donc un mélange d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante. On n'a pas de propriété mathématique globale. Mais globalement, la fonction exponentielle s'écrase à l'infini quand la fonction x carré croît globalement tout le long. Donc si je devais faire un mélange de mes deux fonctions, un graphe qui me paraît raisonnable, j'ai pas étudié la fonction et je sais pas comment ça va marcher, mais un graphe qui me paraît raisonnable, c'est un truc qui va croître au début, puis s'écraser à cause de l'exponentielle. Du coup, si j'ai un graphe comme ça, et si le maximum qui est là, alors il faut que je retrouve mon pointeur, si le maximum qui est là a une valeur ici qui dépend de n et qui ne tend pas vers 0, bah, j'aurai pas de convergence uniforme. Là, je n'ai pas fait l'étude, je ne sais pas du tout si mon maximum va
tendent vers 0. Mais pourquoi ça me paraît raisonnable de penser que cette question, je n'ai pas vérifié, c'est une contraposée de la partie 1 parce qu'il y a clairement compétition entre le x carré et le exponentiel de moins x. Et du coup, je risque d'avoir un maximum qui va ici dépendre de n et qui va faire marcher les choses. Donc allons-y. Ça nous donne la méthode de ce qu'on va faire pour la question 2. Étudions. Et enfin, on va le faire pour une convergence uniforme. Étudions les variations de Fn de Fn sur 0 plus l'infini. Alors on va quand même dire, on a Fn qui est C infini sur R comme produit de fonctions de référence. Maintenant, on va aller sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais calculer Fn' de x. Alors c'est la dérivée d'un produit, je vais me retrouver avec du 2xn si je dérive le x. Sinon je garde le nx carré et je dérive l'exponentielle qui était en racine. Donc si je dérive l'exponentielle qui était en racine, ça va me faire la dérivée de la racine. Ah non, mais le x il n'est pas en racine. Donc ça me fait juste du racine de n qui sort, avec un moins, pardon. Un moins racine de n qui sort. Et je vais me retrouver là, facteur de exponentielle moins x racine de n. Voilà ce qui se passe si je dérive ma fonction. Du coup, ça, je peux factoriser. J'ai clairement un nx exponentielle moins x racine de n à mettre en facteur. Et il va me rester un 2 plus... Enfin non, pas moins, pardon. 2 moins x racine de n, si je suis pas fou. Donc Fn' de x, c'est clairement du signe de 2 moins x racine de n. Donc Fn' de x est strictement positif, c'est équivalent à ce que 2 moins x racine de n soit strictement positif. C'est équivalent à ce que x soit strictement plus petit que 2 sur racine de n. Donc j'ai un maximum qui est atteint en 2 sur racine de n. J'ai ma fonction Fn'. J'ai dit qu'elle était positive ici et négative ici. On retrouve bien le comportement que je pensais à la base, qui était qu'elle est croissante puis décroissante. En 0, elle fait 0 cette fonction. En plus l'infini par croissance comparée, on en a parlé, Fn va vers 0. Et maintenant, il faut que je calcule le maximum. Et le maximum, c'est Fn de 2 sur racine de n qui fait... Fn, je l'ai plus, c'est du nx carré, je crois, devant. Non, ou c'est du xn carré. Non, c'est du nx carré. Donc c'est du n fois 2 sur racine de n au carré exponentielle de moins 2 sur racine de n racine de n. Du coup, cette chose-là, ça fait du 4 exponentielle de moins 2. Donc avec ceci, on a que la norme infinie de Fn vaut 4 exponentielle de moins 2. Donc la norme infinie de Fn ne tend pas quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc, je fais vraiment du zèle, Fn ne converge pas uniformément vers 0. Donc la série des Fn ne converge pas uniformément vers S par contraposé de la question 1. Ok pour cet exercice. Donc on va faire tous ces exercices-là de cours dès qu'il y a des questions de cours. De toute façon, je veux vous les faire pour qu'on ait fait une fois ces questions de cours ensemble. Parce que j'ai peut-être pas la même façon de les faire que dans le corrigé de CCINP. Et de deuxième façon, tous les exos qui sont plus classiques, je vais donner les idées et on reviendra dessus si on a le temps à la fin. Celui-là, on l'avait fait. On avait fait celui-là, donc on doit être au 77, je pense. Non, c'est avec Windows.
Allons-y. Soit A un sous-espace vectoriel de E, démontrer que A orthogonal c'est A. Alors la question qui commence, c'est plutôt c'est quoi votre définition de A orthogonal pour vous? Tous les x qui appartiennent à E privé de A, et le produit scalaire de x avec un égal. Alors, je peux pas. Ta définition est presque bonne, mais je peux pas mettre. C'est pas vrai. C'est pas tous les x appartenant à E. Je peux pas mettre ça. Parce que sinon, j'enlève à A orthogonal. Je lui enlève le vecteur nul. Parce que le vecteur nul est dans A. Et dans ce cas-là, A orthogonal n'est plus un espace vectoriel, vu qu'il ne contient plus le vecteur nul. Mais c'est juste ça. C'est juste l'ensemble des x appartenant à E, tel que le produit scalaire, tel que quel que soit A appartenant à A, le produit scalaire XA est égal à 0. C'est juste ça. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on peut essayer de démontrer que A, c'est A orthogonal. Ce qu'on peut faire, alors, je ne sais pas dans comment ils veulent le faire, c'est-à-dire... je ne sais pas si on a le droit d'utiliser que la somme des dimensions fait n, de A plus son orthogonale. Sinon, il suffit de faire une inclusion de l'un dans l'autre et de dire qu'ils vont avoir par cette propriété-là forcément la même dimension. On peut s'en servir comme ça. Ou alors, si on n'a pas le droit à ça, on fait une double inclusion à la main. Donc là, je ne sais pas dans quel sens ils veulent le prendre. Je vais vous faire la double inclusion au cas où. Mais on peut raisonner par dimension. Enfin, on peut gagner du temps et raisonner par dimension. On est dans un espace euclidien, justement. Il faut utiliser la dimension, sinon, en fait, cette propriété, bon, vous n'allez pas le savoir, mais elle n'est pas forcément vraie en dimension infinie. Donc, justement, si, il faut utiliser la notion de dimension, donc on va utiliser les propriétés de dimension. Qu'est-ce qui vous paraît évident de montrer? Alors, plus simple, est-ce qu'il vous paraît plus simple de montrer ça ou de montrer ça? Que l'orthogonale de l'orthogonale est inclus dans A ou que A est inclus dans l'orthogonale de l'orthogonale. T'es sûr de ça? Il y a un truc qui est évident. Le sens qui est évident, c'est celui-là. Alors, pourquoi ça? Parce que c'est écrire quoi? Si on fait ça. Soit je vais écrire comme ça. Soit Y, pour tout, Y appartenant à A. Comment on va prouver que ce Y est dans l'orthogonale de l'orthogonale? On doit prendre pour tout, alors je vais appeler ça Z appartenant à A ortho, il faut prouver que le produit scalaire de YZ vaut 0. Et ceci est vrai par définition de A orthogonale. Si je fixe un Y et que je prends n'importe quel Z dans A orthogonale, j'ai ça. Donc, forcément, donc Y, il est dans A orthogonale. Orthogonale, vous êtes d'accord? Maintenant, on va faire, plutôt que de faire le truc inverse qui va marcher qu'en dimension finie et qui va être compliqué, on va juste jouer sur les règles de dimension. Or, je vais mettre que dim de A plus dim de A orthogonale est égal à n. Donc ça implique que dim de A orthogonale... Comment c'est que la dimension est n? Ah non, mais il faut se donner une notation, pardon. Je pose dim de E,
Je me donne une lettre juste pour avoir la dimension. C'est un euclidien, c'est un espace euclidien, donc il est de dimension finie. Il faut juste, enfin, je me donne juste une lettre pour pas écrire dim de E à chaque fois. C'est vraiment juste ça. Donc on a que dim de orthogonal, c'est n moins dimension de A. Bah, du coup, si on a ça, on a aussi donc dim de A orthogonal orthogonal qui vaut n moins la dimension de A orthogonal. Donc ça vaut n moins la dimension de A. Donc je me retrouve avec dim de A orthogonal orthogonal qui est égal à dim de A avec A inclus dans A orthogonal orthogonal, donc A est égal à A orthogonal orthogonal. Ok? Bon, c'est juste une règle de dimension, enfin il faut connaître cette propriété-là qui est toute bête, c'est juste qu'un espace et son orthogonal sont en somme directe, et donc savoir le traduire comme ça pour faire l'égalité des dimensions, mais c'est juste ça. Maintenant, démontrer que l'orthogonal de f plus g, c'est f orthogonal inter g orthogonal, et démontrer que f inter g orthogonal, c'est f orthogonal plus g orthogonal. Donc on est encore dans des preuves de cours de première année. On doit pouvoir, alors, on va voir si on peut s'en sortir d'une certaine façon. Encore une fois, par la dimension, on va se servir qu'on est dans des espaces euclidiens. Mais sinon, il faut toujours, quoi qu'il arrive, pouvoir faire une inclusion. Pour la 2A, alors je vais juste mettre la 2A. Dans quel sens est-ce que vous feriez l'inclusion? Au-dessus ou en dessous? Qu'est-ce qui paraît de ça simple? De l'intersection à la somme. Ouais, ça me paraît plus simple aussi par en dessous ici. Réfléchissez, une intersection, c'est on a un et. Une somme, c'est on va décomposer en un morceau plus un autre. Donc on a plus d'informations dans un et que dans un truc où il y a deux morceaux distincts. Vous êtes d'accord sur l'idée? Donc si on a plus d'informations de ce côté-là, c'est plus simple de partir avec plus d'informations pour aboutir à moins d'informations que dans l'autre sens. Ok? Donc on va clairement commencer par cette inclusion-là. Donc maintenant je passe à la page suivante. Donc soit x appartenant à f orthogonal inter g orthogonal. Alors, et il faut montrer que ceci c'est f plus g orthogonal. Donc alors, pour tout y appartenant à f plus g, alors y peut s'écrire petit f plus petit g avec ceci qui va être dans f et ceci qui va être dans g. Je vais pouvoir écrire que x scalaire y, c'est x scalaire f plus g. Par linéarité à droite du produit scalaire, ça fait x scalaire f plus x scalaire g. Ceci fait 0 parce que x appartient à f orthogonal. Ceci fait 0 parce que x appartient à g orthogonal. Donc ceci fait 0. Donc x appartient, vu que c'est valable, quel que soit y dans f et g, ça valide que x appartient à f plus g orthogonal. Donc je viens de prouver que f orthogonal inter g orthogonal est, pas égal, est inclus dans f plus g ortho. Ok. Maintenant, comment on va faire l'égalité de dimension? Il me manque une formule. Il me faut quelque chose dont on n'a pas parlé en termes de formule et qu'il faut utiliser ici. Formule d'algèbre linéaire. Oui, il faut que vous pensiez par vous-même à Grassmann ici, parce qu'il faut faire un lien entre une intersection et une
somme. Et c'est la seule formule qu'il y a pour faire une intersection entre une somme. Alors, rappel, la formule de Grassmann, la dimension de f plus g, c'est dim de f plus dim de g moins la dimension de f inter g. Alors, ceci, on peut aussi le faire avec l'orthogonale. La dimension de l'espace f plus g orthogonal, du coup, c'est la dimension de f orthogonale plus la dimension de g orthogonale moins la dimension de f orthogonale inter g orthogonale. Ça veut dire que l'orthogonale peut être distribuée sur la somme. Non, c'était juste que je voulais le faire sur l'espace vectoriel, mais en fait, je dis une bêtise. Je vais trop vite. Faut que je repasse avec mes n pour pas dire de bêtises, justement. Faut que je repasse avec, du coup, si j'ai cette égalité-là, excusez-moi, je vais trop vite. J'ai bien que ceci, c'est n moins la dimension de f plus g orthogonale. Ceci, c'est bien n moins la dimension de f orthogonale plus n fois moins la dimension de g orthogonale. Et du coup, ceci, c'est moins n moins la dimension de... Alors, le tout orthogonal. Du coup, si je refais le passage... Si, alors, mais justement, vous voyez, j'étais trop vite. J'ai que la dimension de f plus g orthogonale, c'est la dimension de f orthogonale plus la dimension de g orthogonale, moins la dimension, et c'est là que j'ai été beaucoup trop vite, là c'est juste f inter g orthogonale. C'est là où j'ai été trop vite à vouloir l'écrire rapidement sans repasser par les n-. Du coup, j'ai ma dimension de l'un. Alors, il faut que j'écrive la dimension de... Il me manque une autre dimension. C'est la dimension... Ce que j'ai pas écrit, c'est justement la dimension... Parce que là, ça va marcher de f orthogonale plus g orthogonale comme ça, qui vaut aussi la dimension de f orthogonale plus la dimension de g orthogonale moins la dimension de f orthogonale inter g orthogonale. Ça aussi, c'est vrai. Donc, ce qui me permet ici... Je veux passer par la dimension, mais en fait, j'ai l'impression que ça va pas... Je tourne en rond. Parce que là, du coup, si je veux juste me servir sur mes formules de dimension, ce que j'obtiens, vu que là, j'ai réussi à écrire d'un côté dimension de f orthogonale plus dimension de g orthogonale, pardon, et de l'autre côté aussi, du coup, je peux écrire cette égalité-là qui va être vraie. J'ai que la dimension de f orthogonale plus g orthogonale moins la dimension de f inter g orthogonale est égale à la dimension de f plus g orthogonale moins la dimension de f inter g orthogonale. Du coup, c'est comme si on avait inversé justement les symboles en gros intersection et orthogonale.
Du coup, j'ai l'impression qu'il suffit que je fasse l'autre inclusion. Enfin, ça revient à faire l'autre inclusion que de prouver que les dimensions sont égales. Parce qu'en gros, je dois maintenant montrer que ce morceau-là, il est où? Je dois montrer que ce morceau-là est égal à ce morceau-là. Euh, Ça me paraît pas évident, dit comme ça. Je prendrais peut-être bien f plus g orthogonal, un élément de f plus g orthogonal, et je montrerai bien qu'il est dans f orthogonal inter g orthogonal. Je vais plutôt essayer de passer par double inclusion ici, parce que je vois pas, à moins que vous voyez comment avancer dans les égalités de dimension, mais je dois prouver que ceci est égal à ceci. C'est pas la deuxième question. Hmm. Je pense que c'était la deuxième question. Ah non, je suis toujours en 2A là. Oui, mais dans la deuxième question, on va utiliser la même truc des dimensions. Alors justement, non, mais la deuxième question, c'est juste un truc très très bête. C'est mélanger. Non, alors on peut régler la deuxième question instantanément. Ça c'est le genre de question qu'on peut faire de façon très très rapide. Si j'ai 1 et si j'ai 2A, 2B devient juste, je sais que f plus g orthogonal, ça fait f plus g. Et d'un autre côté, je peux sûrement écrire avec l'autre côté. Je peux dire que c'est aussi f orthogonal plus g orthogonal orthogonal. Et si j'applique ça à la partie d'avant, ça fait f inter g. Donc j'ai... Pourquoi j'ai écrit les choses dans le mauvais sens? F plus g orthogonal orthogonal, ça fait... Enfin, ça ferait f ortho ortho, inter g ortho ortho. Pourquoi ça marche pas mon truc? Ah non, c'est un inter ici, j'ai raté un inter, excusez-moi. Si j'écris pas les bons symboles à écrire comme un cochon, ça va pas. Ici, c'est un inter. Ah. Ah non, vous avez raison, il va bien falloir un truc de dimension. Ce qui maintient mon truc, c'est bien l'argument de dimension qui va faire conclure. Je pensais juste qu'il fallait appliquer 2A et 1. Mais c'est bien l'argument de dimension que je suis en train de vouloir faire qui va me permettre de faire le deuxième morceau assez facilement. Ce qui me maintient l'idée que j'avais pas, qui était que 2A, du coup, il faut le faire par double inclusion, je pense. Comme ça, après, on peut utiliser les égalités de dimension qu'on vient d'écrire pour faire 2B. Mais je pensais que ça allait beaucoup plus vite que ça pour faire 2B. Du coup, allons-y. Pour faire 2A, on a fait l'inclusion du bas qui était facile, faisons l'inclusion du haut. Donc, et on reprendra les inégalités juste au-dessus. Donc maintenant, soit x appartenant à f plus g orthogonal. Ce qui veut dire que pour tout y appartenant à f plus g, j'ai que x scalaire y, qui est donc égal à x scalaire f plus g, si je les décompose, vaut 0. Et maintenant, je dois montrons que x est dans f orthogonal et dans g orthogonal. Bah, si c'est pour tout y appartenant à f plus g, alors, vous êtes d'accord, on a ça. Donc, pour tout y, on a ça. Oui, ça, en fait, par double inclusion, c'est extrêmement rapide. Si maintenant je prends y ou z, si vous voulez, j'en prends un autre. Si je prends z qui appartient à f, par exemple, je peux écrire y qui vaut z plus 0. Alors, je vais le mettre comme ça, c'est un peu bête, mais ceci est dans f, et ceci est dans
G. Donc le Y que je viens de poser qui est égal à Z, il est dans F plus G. Du coup, j'ai que le produit scalaire de X scalaire Z, c'est le produit scalaire de X scalaire Y, ça fait 0. Donc, alors j'ai mis ici, mais je devrais mettre pour tout Z appartenant à F. Donc j'ai que X appartient à F orthogonal. De même, si je prends Z maintenant dans G, Y, je peux l'écrire 0 plus Z, avec 0 qui est dans F et Z qui est dans G. Du coup, j'ai X scalaire Z, qui vaut le produit scalaire de X scalaire Y, qui vaut 0. Donc X appartient à G orthogonal. Donc avec ce que j'ai prouvé, j'ai les deux en même temps, donc j'ai X qui appartient à F orthogonal inter G orthogonal. Et donc on a montré que F plus G orthogonal est inclus dans F orthogonal plus G orthogonal. Au final, j'ai F plus G orthogonal qui fait F orthogonal plus G orthogonal. Ça, c'est pour 2A. Et du coup, pour 2B, je vais utiliser l'égalité... alors, je pense qu'avec mon égalité de dimension que j'ai écrite, alors il faut que je retrouve laquelle est la mieux pour ça. Parce que maintenant, pour 2B, il faut montrer que F inter G, le tout orthogonal, c'est F orthogonal plus G orthogonal. Alors, F inter G, le tout orthogonal, je l'ai noté là. Et il faut que je montre que ça fasse ça. Alors, pourquoi j'ai un moins quelque part qui ne me va pas dans mes inégalités ? Ah, c'est moi qui vais trop vite dans mes trucs. Non, j'ai écrit ça comme ça. C'est des plus. Voilà pourquoi ça me va pas. Pardon. Quand je suis passé de la ligne là, quand j'ai encadré mes parties rouges, ça c'est j'ai mis égal aux parties rouges. Ça fait pas des moins entre les deux, ça fait des plus. Donc maintenant, si j'applique ce résultat-là, je viens de prouver que ceci est égal à ceci. Donc ces deux quantités sont égales, donc elles se simplifient dans les inégalités. Et je viens bien de démontrer que ma règle d'inégalité me montre bien que la dimension de F orthogonal plus G orthogonal, c'est la dimension de F inter G orthogonal. Donc pour 2B, on a que la dimension de F inter G orthogonal, c'est la dimension de F orthogonal plus G orthogonal. Il reste à montrer quelque chose, il faut montrer que l'un est inclus dans l'autre. Alors justement, on remonte. Je refais mes... Celle de gauche ou celle de droite ? Le sens direct, l'intersection de la somme, plus l'info dans la somme de l'intersection. À droite dans la gauche, de la somme à l'intersection. Voilà, alors pourquoi ? Mais je suis d'accord ici. Là, on peut aussi en faire un on peut décomposer. Mais encore, alors c'est parce qu'on... L'info dans le plus, c'est bon. Bah non, il y a plus d'infos dans l'intersection, sauf qu'on prend l'orthogonale de l'intersection. Donc si on prend un truc très réduit et qu'on en prend l'orthogonale, on obtient quelque chose de très grand, entre guillemets. Donc l'idée me paraît plus naturelle de faire F ortho plus G ortho, parce que de l'autre côté, j'ai un truc petit pris en orthogonale, donc j'ai un truc qui va être grand. Donc pour moi, logiquement, plus facile à atteindre avec l'autre. Donc si, on continue, hein. Si x
est dans f ortho plus g ortho. Ça veut dire que x peut s'écrire y qui est dans f ortho plus z qui est dans g orthogonal. Je veux montrer que ceci, c'est inclus dans f inter g orthogonal. Donc je dois faire un produit scalaire avec un élément de f inter g. Pour tout z appartenant à f inter g, je vais faire le produit scalaire x scalaire z. Ça me fait le produit scalaire x scalaire y scalaire z. Ah mince, j'ai déjà y et z. W du coup. Pour tout w appartenant à f inter g, je vais aller faire le produit scalaire de x scalaire w. Ça me fait y scalaire w plus z scalaire w. Y est dans f orthogonal et w est dans f. Donc ceci appartient à f et ceci appartient à f orthogonal. Donc ceci fait 0. Ceci est dans g et ceci... Non, ceci est dans g ortho, pardon. Et ceci est dans g. Donc ceci fait 0. Donc ça m'implique bien que... Pour tout... Pourquoi ça m'a... J'avais mis w ici. Donc ceci, ça implique bien que w appartient à f inter g. Non, pardon, c'est x. Oh là 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 là. Ça implique bien que x est dans f inter g orthogonal. Donc je viens bien montrer que f plus, c'est pas une somme directe, f plus g est inclus dans f inter g orthogonal. Avec l'égalité de dimension qu'on vient de prouver, on a égalité des espaces vectoriels. Est-ce que ça vous va surtout l'idée d'essence? Ce qui m'intéresse là surtout, c'est, enfin, même si dans 2A, fallait faire les deux doubles inclusions, notamment trouver l'essence simple. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée de, si on a beaucoup d'infos, c'est un espace petit, donc on veut essayer d'inclure un espace petit dans un espace plus grand. Ça a l'air logique, ça a l'air plus simple à faire. Donc les deux sens naturels, c'était plutôt pour la question 2A, celui-ci. Mais par contre, comme ça, c'est l'orthogonal d'un espace petit, ça fait un espace grand, donc il fallait aussi plutôt tenter celui-ci pour le deuxième. Ok? Bon, voilà un exercice, c'est du cours, hein. C'est uniquement 2 preuves de cours de première année. Alors, en proba, on en est... On a fait le... On est au 110. Alors voilà un exercice où je ne vais pas tout faire et où je vais aller vite, quitte à revenir dessus sur le détail technique. Mais celui-là, je ne vais pas tout faire, je vais aller très très vite. On a déjà eu un exercice qui pose la même chose. Donc on vous parle de la série, donc soyons clairs, on vous parle de la fonction génératrice, on vous parle de la série entière sigma dt puissance n, probabilité de x égale n. On note Rx son rayon de convergence. Prouvez que le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1. Tu vas me faire des quotients de proba. On en a déjà parlé, c'est toujours le même argument pour montrer que... Et alors, j'insiste sur ce qui se passe derrière, justifier que moins 1 est inclus dans le domaine de G. Donc d'Alembert, ça vous dirait le rayon de convergence, mais ça ne vous donnerait pas le fait que ça converge en moins 1 et que ça converge en 1. Ce qu'il faut obtenir ici à la suite de la fin de la première question. On l'a déjà fait cette question-là, je ne vais pas la refaire. Daouda? Bah oui, pour tout t appartenant à moins 1 fermé, on a la valeur absolue de t puissance n, probabilité de x égale n, qui est plus petit que la probabilité de x égale n. Et la série des probas
convergent. T puissance n, c'est plus petit que 1. Donc la série des probas converge, donc la série des Tn P de x égale n converge, vu que le membre de droite ne dépend plus de T, elles convergent normalement. Si elles convergent normalement, ça veut dire que le rayon de convergence est plus grand que le T qu'on a regardé. Et on a en même temps prouvé qu'elles convergent du coup en moins 1 et en 1. Ok pour cet argument-là, on l'a déjà vu dans un autre exercice. La 1b, exprimer en justifiant la réponse la probabilité de x égale k en fonction de la dérivée km de g de x égale 0. Alors ça, on peut le réécrire vite fait, mais on sait... bon, on peut regarder ça, mais vous devez savoir que la dérivée km, alors je vais mettre pris en petit x, bah, c'est juste la somme. Alors je vais mettre pour... alors c'est la dérivée km, donc pour n égale k plus l'infini, des probabilités de x égale n, fois, bah, du coup si on dérive k fois, ça va faire n, n-1, alors justement, jusqu'à... Voilà, quand on dérive une fois, quand je fais la dérivée, alors je vais le faire là, mais quand je fais la dérivée première, je mets un n-0. Quand je fais la dérivée seconde, je mets un n-1. Donc quand je fais la dérivée km, ouais, c'est un n-k-1 fois t puissance. J'ai dérivé k fois, j'ai quand même perdu k puissance. Ok pour cette dérivée-là oui, j'ai mis du x à gauche, ou je mets du t ici, c'est juste parce que il me faut une lettre. Et donc maintenant, si j'injecte gx dérivé km en 0, toutes les puissances non nulles vont faire 0. Il n'y a que la puissance nulle qui va faire 0, donc ce nombre-là en 0 va faire la probabilité de x égale k fois k, k-1 jusqu'à k moins k-1, donc en fait ça va faire la probabilité de x égale k fois k factoriel. Donc encore une fois, quel est le lien entre les deux? La probabilité de x égale k, c'est le gx dérivé km en 0 divisé par k factoriel. Ok? On a déjà fait une autre question qui ressemble à ça dans un autre exercice. Donc je me permets d'aller vite, à moins que vous voulez du détail. Dans ce cas, il faut me le dire. Mais si ça vous va, on avance. La question de A, soit x qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, déterminer sa fonction de génératrice. Alors ça, je vous les ai déjà fait en classe, il faut savoir les calculer vite et bien. Je vais peut-être le refaire très très vite, sans détailler les choses, mais déterminer son domaine, et la calculer, bah, je vais la calculer, je vais déterminer son domaine, mais ça me fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini, des lambda puissance n sur n factoriel exponentielle de moins lambda fois t puissance n. Donc ça, en fait, ça me fait du exponentiel moins lambda que je peux sortir, et ça me fait du exponentiel lambda t. Donc ça me fait du exponentiel lambda t moins 1. Et ceci, c'est valable quel que soit t appartenant à R. Il n'y a pas de problème de convergence pour cette série. Ok pour les calculs, il faut savoir les mener vite et bien. Le 2b, soit x et y, deux variables aléatoires définies sur un même espace de probabilisé indépendantes et suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs lambda 1 et lambda e. Déterminer en utilisant les questions précédentes la loi de x plus y. Je pense qu'ils veulent que vous utilisiez ce qu'on a fait dans un autre exercice, qui est de prouver que quand on a deux variables indépendantes, le produit, si x est indépendant de y, on sait que la fonction génératrice de x plus y, voilà, là je pense qu'ils veulent que vous l'utilisiez. On l'a prouvé dans un autre exercice, c'est pas le but de cet exercice-là, on va s'en servir. Du coup, si maintenant on a ça, x c'est une loi de Poisson de paramètre lambda 1, donc d'après la question précédente, d'après 2a, ça fait exponentielle lambda 1 t-1.
Ceci, ça fait exponentielle lambda 2 t-1. Du coup, ça fait du exponentiel lambda 1, lambda 2. Pardon, c'est du plus, excusez-moi. Ça fait lambda 1 plus lambda 2, le tout facteur de t-1. Et de ça, donc, puisque ça caractérise la loi et que ça définit... Enfin, alors c'est ce qu'ils veulent utiliser, je pense. Donc, je peux avoir la dérivée km en 0. Alors, je vais le faire comme ça. Donc, gx plus y dérivée km en 0. Alors, je vais peut-être la faire en t d'abord. C'est quoi la dérivée km de cette fonction? Exponentielle lambda 1 plus lambda 2 facteur de t-1. Donc, vous avez un plus lambda de puissance k. Ouais, ça va faire du lambda 1 plus lambda 2, le tout à la puissance k, fois exponentielle... Enfin, voilà, je vais le mettre au bord de ligne, parce que j'ai pas assez de place. Donc, j'ai de x plus y dérivée km de t, à faire par récurrence, mais qu'on ne fait pas, vous l'admettez même le jour J. Hein. Ça va faire lambda 1 plus lambda 2 puissance k, exponentielle lambda 1 plus lambda 2, facteur de t-1, vous êtes d'accord? Donc, oula, c'était pas ce que je voulais faire, oula. Donc, g plus y dérivé km pris en 0, le tout dérivé par k factoriel. On sait par la question 1b que ça fait la probabilité de x plus y vaut k. Et ça vaut, si j'injecte ça en 0, ça va me faire du lambda 1 plus lambda 2, le tout à la puissance k, exponentielle moins lambda 1 plus lambda 2, le tout divisé par k factoriel. Donc, x plus y, ouais, suit une loi de Poisson, de paramètres, ce qui est aussi une preuve qu'on a fait dans un autre exercice. Mais là, c'est pour ça que ces questions sont guidées, ils veulent que vous respectiez le raisonnement. Vous êtes d'accord sur l'idée? Ici, on utilise le fait que la fonction de répartition d'une somme, c'est le produit des fonctions, et on utilise ce qu'ils nous ont demandé, faire le lien entre la proba et la dérivée km, et dériver rapidement la dérivée km d'une exponentielle. Voilà pour cet exercice 110. Alors pareil, vous allez dire on accélère d'un seul coup, mais c'est juste que les exercices s'y prêtent. On va refaire l'exercice d'analyse, mais celui-là c'est ce que j'appelle pas un exercice dur pour moi. Donc on va aller très vite dessus. Il y a juste du calcul, mais on va aller très très vite dessus. Alors il était où? C'est celui-là où il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. Enfin si, il y a une idée à avoir, mais une fois qu'on l'a, il n'y a vraiment rien de particulier. Alors voilà l'exercice qu'on va faire encore une fois très très vite. Donc on vous pose un de x, c'est moins 1 puissance n x puissance n sur n, et on vous considère la série de fonctions la série des un. Alors, étudier la convergence simple de cette série, on note dès l'ensemble des x où cette série converge. Qu'est-ce que vous allez me dire pour la convergence de cette série et la divergence de cette série? En argument rapide, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser le critère des séries alternées. Ouais, il faut utiliser le critère des séries alternées. Clairement, c'est un critère des séries alternées et il va falloir aller juste... Alors, critère des séries alternées, on va réfléchir un tout petit peu. Quand est-ce qu'on va utiliser le critère des séries alternées? Alors attends, justement, x puissance n sur n est une fonction décroissante. Alors, on confond des choses où on va un peu trop vite là. Bon, vous voyez, je voulais aller vite dessus, on va peut-être pas aller trop vite. Pour appliquer le critère des séries alternées, il faut qu'on ait du moins 1 puissance n fois phi de n avec phi qui décroît vers 0. Donc implicite, phi est positive. Tout à fait d'accord avec vous. Bon, déjà, ça va poser un micro-problème. Là, je dois étudier ça, quel que soit x appartenant à R. Je vais toujours appliquer le critère des séries alternées, du coup?
Ouais, alors quand x va être négatif, je vais avoir un moins 1 puissance n qui va aller se compenser avec le moins 1 puissance n. En fait, quand x est négatif, je n'ai pas du tout une série alternée. Donc déjà, ça permet de séparer deux cas. Vous devez le voir. Donc ça, c'est juste à voir. On va séparer le cas x négatif du cas x positif ou nul. Maintenant, donc quand x est positif ou nul, tu m'as dit x puissance n sur n décroît vers 0. Vous y croyez à ça? Qu'est-ce qu'on va dire de x puissance n sur n, justement? Ça tend vers quoi, déjà, cette chose-là, quand n tend vers plus l'infini? Tout le temps. Ah, mais sauf que là, on est dans le cas x positif. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y aurait trois cas à faire. Il y aurait le cas strictement plus petit que 1, strictement plus grand que 1, égale 1. Mais en fait, quand x vaut 1, il reste du 1 sur n qui tend vers 0. Donc, ceci tend vers 0 si x inférieur ou égal à 1, et ça tend vers plus l'infini si x strictement plus grand que 1. Vous êtes d'accord avec moi sur la limite de ce truc-là? Donc déjà, ça nous apprend un truc. C'est que si x est strictement plus grand que 1, cette série diverge grossièrement. Le terme général ne tend même pas vers 0. Ok? Donc ça, c'est un truc à dire à la question 1. Si x strictement plus grand que 1, sigma des un diverge grossièrement. Maintenant, je suis d'accord avec vous, si x est inférieur ou égal à 1, les séries géométriques sont décroissantes à x fixé quand x est plus petit que 1. La suite des 1 sur n, elle est décroissante. On peut montrer, et ça coûte pas grand-chose, de montrer que cette suite, elle est décroissante et qu'elle tend vers 0. Donc, dès que x va être plus petit que 1, on peut montrer que votre critère des séries alternées s'applique. Ça coûte vraiment pas cher. C'est la décroissance de la suite des 1 sur n et la décroissance des suites géométriques. Parce qu'on les multiplie par x qui est plus petit que 1 à chaque fois. Ok? Donc, si x est entre 0 et 1, je suis d'accord avec vous. Sigma des un converge par critère spécial de convergence spéciale des séries alternées. Maintenant, si x strictement négatif, qu'est-ce qui va se passer si x strictement négatif ici? Bah, il va se passer encore quelque chose, c'est que x puissance n sur n, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Alors, là, je vais faire 3 cas, ça tend vers 0 si... ouais, alors si x, du coup, est plus grand que moins 1, et ça va tendre encore une fois vers plus ou moins l'infini. Enfin, avec le moins 1 puissance n, là, je peux rajouter le moins 1 puissance n dedans. Ça va tendre vers plus l'infini si x strictement plus petit que moins 1, on est d'accord? Enfin, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Alors, par contre, ici, il n'y a plus de critères des séries alternées. Donc, on ne peut pas... Donc, ce que ça nous dit aussi, ce truc-là, c'est juste que si x strictement plus petit que moins 1, la série des un diverge grossièrement. Par contre, je n'ai pas de... Je l'ai dit, on n'a pas d'alternance de signes, on n'a pas de critères des séries alternées. C'est dans le cas contraire. Donc, dans le cas contraire, il n'y a pas le choix. Il faut se comparer à une série qui existe. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas négatif, c'est que x puissance n, moins 1... Alors, moins 1... Ah! En fait, moins 1 puissance n, x puissance n sur n, c'est la même chose que ceci. Ceci est clairement un petit taux de ceci, qui converge, qui converge, si valeur absolue x strictement plus petit que 1. Par contre, il se passe quelque chose, c'est que si x est égal à moins 1, qui est le dernier cas qu'on n'a pas traité, notre série devient la série, en fait, des 1 sur n. Si x vaut moins 1, notre série devient la série des 1 sur n, qui est une série qui diverge. Ok? Donc, au final, le domaine de définition D de la série des un, c'est moins 1 ouvert, 1 fermé.
Ok, sur cette étude, je l'ai fait très vite, mais c'est plein de petits arguments faciles. Il y a plein d'arguments différents, mais plein de petits arguments faciles. Ça vous va que j'aille aussi vite ou pas sur un exo de ce niveau-là ou pas? Ok. La fonction S est-elle continue sur D? Comment on va faire pour étudier la continuité sur D? Pour la fonction S qui serait la somme de cette série. Juste. On vous demande la série est-elle continue sur D? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la continuité d'une série de fonctions? Ouais, il faut la convergence uniforme. Alors, plus que ça, il faut détailler là. Pour S continue sur D, ça revient à montrons que. Alors, c'est étudier, c'est pas montrer que. Ça revient, on est d'accord, à étudier la convergence uniforme sur tout, et c'est important, sur tout segment AB à l'intérieur de D. Vous êtes d'accord? Donc à l'intérieur de D, vu que notre intervalle D, il est ouvert en -1, fermé en 1, je peux prendre A strictement plus grand que -1, mais je dois le faire avec B. Enfin, B, lui, peut atteindre le 1, vu que je veux ça derrière. Alors, est-ce que ça va poser un problème, la convergence uniforme sur un segment de la forme AB avec A plus grand que -1 strictement et B qui peut aller jusqu'à 1? Alors, ça revient de nos arguments de la question d'avant. Comment on a prouvé la convergence simple? Bah, si A est dans les négatifs, mais strictement plus grand que -1. Notre série, ça devenait la série des... Dans les négatifs, ça devenait la série des x, des valeurs absolues de x puissance n sur n. Vous êtes d'accord? Si x est plus grand que -1, ce terme-là va être plus petit, en fait, que valeur absolue de a puissance n sur n, qui va être une série convergente. Ça va être ça notre majorant. Et notre majorant, qui ne dépend pas de x. Donc je vais avoir convergence uniforme dans les négatifs, parce que je prends un a qui est strictement plus grand que -1. Vous êtes obligé de passer sur un segment. Oui. Le A qu'on a, c'est le même A du segment. Ouais, alors je pose juste une condition pour pas me compliquer la vie, c'est qu'entre l'A et le B, je mets 0. J'ai le droit de le faire sur n'importe quel segment, donc c'est juste pour me simplifier la vie. Je me mets avec le A négatif et le B positif. Si le A est négatif, c'est juste un truc qu'il faut vous rendre compte, c'est que oui, si dans les positifs, si j'ai x qui est plus petit que a dans les positifs, plus petit que 0, plus petit que 1 strictement, j'ai que x puissance n est plus petit que a puissance n. Mais du coup, si je suis dans les négatifs, si j'ai x qui est... pardon. Si j'ai x qui est plus grand que a, plus grand que -1 et x négatif ou nul. C'est exactement l'inverse. J'ai bien x puissance n qui est plus petit que la valeur absolue de a puissance n. Mes inégalités sont bien dans le bon sens. Ok? Donc, j'ai convergence uniforme dans les négatifs par juste majoration de mon terme général par une série qui ne dépend pas de x. Comment on va faire dans les positifs pour inclure 1? Il y a deux idées complètement différentes. Mais il y en a une qui pour moi est plus simple que l'autre. Mais comment vous faites pour aller prouver la convergence uniforme dans les positifs en allant jusque 1 inclus? Parce que si vous allez jusque 1 inclus, vous ne pouvez pas majorer par une suite géométrique, enfin une série géométrique qui va converger. On fait sans le 1 et on utilise là-bas. Alors si tu veux faire sans le 1, on va se placer sur AB avec B strictement
plus petit que 1, ce qui va nous donner ça après, et on fait la même méthode que l'autre, donc ça marche. Et ça nous donne la continuité sur moins 1 ouvert. Et comment on va justifier la convergence en 1? Et on applique un théorème. On a des x puissance n au numérateur, donc c'est une série entière. Si on veut passer par là, c'est la version compliquée, je trouve. On fait comme on a fait dans les négatifs. On dit que ça va être continu et que ça va marcher sur moins 1 ouvert. Et la série en 1. La série, quand x vaut 1, elle converge. C'est ça a un nom? Ça s'appelle le théorème d'Abel radial. La série converge à cet endroit-là, c'est continu sur tout l'intervalle, et la somme a une limite finie en ce point-là, alors on a continuité en ce point-là. Donc, la version compliquée dans les positifs, la version compliquée pour moi dans les positifs, c'est de faire la même méthode que dans les négatifs, et de penser à appliquer le théorème d'Abel radial. Je ne veux pas que vous réfléchissiez comme ça, parce qu'il y a un truc qu'on a déjà fait plusieurs fois dans plein d'autres exos, et sur lequel il faut penser. Comment a-t-on prouvé la convergence de la série sur 0,1? Par critère de comparaison? Non, c'est par les séries alternées. Chaque fois que vous avez une série alternée et qu'on vous parle de convergence uniforme, je dis bien chaque fois, 100% du temps, ce que vous devez utiliser, c'est la définition de la convergence uniforme. La définition de la convergence uniforme, c'est la convergence uniforme du reste vers 0. Et quand on a une série alternée, le reste est toujours plus petit que le terme d'ordre n plus 1, le prochain terme de la série. Donc ce qu'on peut faire si x est dans 0,1, c'est juste dire que la valeur absolue, du reste, si je vais de n plus 1 plus l'infini des un de x, ceci c'est plus petit que la valeur absolue de un plus 1 de x, qui vaut donc x puissance n sur n, x étant plus petit que 1, ça c'est plus petit que 1 sur n, et c'est en n plus 1, pardon. Mais ceci, en tout cas, tant quand n tend vers plus l'infini, vers 0, et ne dépend pas de x. Donc j'ai bien majoré la... Enfin, j'ai pas le droit de mettre des normes infinies ici, je dois mettre des valeurs absolues, parce que ici j'ai encore du x, et ici j'ai encore du x. Mais après, j'ai le droit de passer en norme infinie. Ok? Mais donc l'argument, qui est pour moi beaucoup plus puissant, beaucoup plus simple, c'est qu'on a convergence uniforme sur 0,1 fermé, parce qu'on a des séries alternées. Dès que vous avez série de fonctions alternées, vous devez penser à cette majoration du reste. C'est ce qui va faire marcher les choses 100% du temps, je vous le garantis. On peut faire autrement, mais si on fait autrement, c'est que cette méthode-là, elle marche aussi. Ok? Plus simple pour moi qu'Abel radial. Mais Abel radial marche ici aussi, donc c'est une bonne idée Abel radial. Justement, étudier la convergence normale puis la convergence uniforme de cette série sur D, alors je comprends pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'en fait on a tout fait en parlant de la continuité en fait. Parce que du coup, la convergence normale, non, elle n'a pas lieu elle n'a pas lieu en 1 la convergence normale, vu qu'on ne peut pas majorer on majore par la série D1 sur N, et que c'est divergent. Par contre, il y a bien une convergence uniforme sur tout segment inclus dans D, mais il n'y a pas convergence uniforme sur D. On ne peut pas avoir convergence uniforme sur D à cause de ce qui se passe en moins 1, justement. On ne peut pas avoir convergence uniforme sur D. Par contre, on a convergence uniforme sur 0,1 grâce aux critères. En fait, je pense que le but de... Je vais très vite là, mais je pense que le but des questions 2 ABC, c'est juste de vous faire un panel global des notions de convergence normale et de convergence uniforme. Du coup, si vous en sortez avec Abel radial, c'est juste que la question 2C est là pour vous ramener sur le critère des séries
alternées. Si vous en sortez avec le critère des séries alternées, la question 2b de convergence normale est là pour faire voir qu'il n'y a pas convergence normale si on ne se met pas sur un segment inclus dans 0,1. Ok pour cet exercice, c'est des choses classiques qu'on a déjà vues. Je préfère aller vite dessus pour faire des choses plus techniques sur lesquelles vous avez plus de mal. On repasse en algèbre. On est où? 78. On arrive enfin avec des choses sur O de E. On arrive enfin avec des choses sur O de E. On est encore dans des preuves de cours. Donc encore un exo qui pour vous, je pense, est dur. Alors, soit E un espace euclidien de dimension n et U un endomorphisme de E, on note xy le produit scalaire et double barre la norme. Soit U un endomorphisme tel que U de x est égal à la norme de x, montrer que pour tout xy, U de x scalaire U de y c'est égal au produit scalaire xy. Toujours la même idée sur cette question, on l'a déjà faite. La 1a, je vais peut-être pas la refaire complètement. Comment vous me faites la 1a, sachant que norme de U de x est égale à norme de x? Je suis sûr on l'a déjà refait. Je vais revenir sur les sujets, mais... Alors, c'était quel exo? C'est un exo d'algèbre, on l'a déjà fait. Enfin, pour moi, on l'a déjà fait. On a eu la même idée quand on a fait l'exercice 63. Quand on est passé de 2 implique 3, non, de 3 implique 2. On a eu exactement la même idée sur l'exercice 63 là que sur l'exercice 78. Comment vous faites? On utilise l'adjoint. Alors non, c'est pas parce que j'ai montré le 63 avec de l'adjoint qu'il faut utiliser l'adjoint. Non, c'est la même idée, mais ça n'utilise pas l'adjoint. Comment on passe d'un truc en norme en x à un produit scalaire en xy? Ça porte un nom. On utilise les formules de polarisation. Il faut juste penser à dire que la norme, alors c'est juste, faut expliquer, pardon, le produit scalaire, en général, comment on l'écrit, c'est à partir de ça, on écrit que le produit scalaire de x plus y au carré, c'est la norme de x plus y au carré. Si on fait la bilinéarité et que je rééquilibre, ça vous donne vos formules de polarisation que le produit scalaire xy, ça vaut 1 demi de x plus y au carré moins x carré moins y carré, on est d'accord? Donc à partir de ça, si vous avez des formules sur les normes, vous passez à des formules sur les produits scalaires. On est d'accord? Donc la 1A, c'est juste appliquer vos formules de polarisation. Vous l'appliquez, je vous assure que ça marche, et rien de plus. Démontrer que l'endomorphisme U est bijectif. C'est pas très très dur. On est dans un espace euclidien, donc un espace de dimension finie, donc un endomorphisme est bijectif si et seulement si il est injectif ou surjectif. On va montrer injectif. Comment on montre injectif? Si U de x est égal à 0, la norme de U de x vaut 0, sauf que la norme de U de x, ça vaut la norme de x, par hypothèse, en 1a. Enfin, on suppose que norme de U de x vaut
Norme de x. Bah, donc du coup, norme de x vaut 0, donc x vaut 0, donc cette application est injective, on est en dimension finie, donc elle est bijective. Ok? Ça va relativement bien. Maintenant, ça on va le faire, parce que c'est de la rouille et on ne l'a pas encore refait depuis, je pense, le début. On note O de E l'ensemble des isométries vectorielles de E, c'est-à-dire l'ensemble des applications qui vérifient, qui conservent la norme. Démontrer que O de E muni de la loi rond est un groupe. Alors, on va montrer que O, E, rond, sous-groupe, tout à fait d'accord, de L2. C'est un groupe, les endomorphismes. Alors, pour que ce soit un groupe, il faut qu'on ait un inverse dedans. Et un inverse pour les endomorphismes, si l'application nulle, son inverse, je ne l'ai pas des masses. Enfin, je veux bien sous-groupe, mais il faut que vous sachiez de quoi. Dans ce cas-là, c'est de GL2, les applications bijectives, parce qu'elles, elles ont bien une application réciproque, un inverse, vis-à-vis de la composition. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut montrer pour montrer sous-groupe? Il faut montrer que l'élément neutre est dedans. C'est quoi l'élément neutre dans le groupe GLE rond, les applications bijectives? Oui, c'est pas 0 du coup. L'élément neutre, c'est l'application identité. Oui, donc là, il faut juste regarder ce que ça fait que la norme de l'identité de X. Bah, la norme de l'identité de X, oui, bah, par définition de l'identité, ça fait norme de X. Donc, l'identité est bien dans O2. Alors, ensuite, il faut vérifier autre chose. Alors, on peut le faire qu'en 2 points, mais ici, ça va être dur. Il faudrait vérifier normalement que X fois Y moins 1 est dans le groupe. Sauf que je vous l'ai déjà dit, c'est souvent très dur de le faire dedans parce qu'il faudrait déjà avoir que Y moins 1 est dedans, ce qu'on n'a pas forcément. Donc là, on va plutôt le faire en 2 temps. On va vérifier que si U est dans l'ensemble, O de E, il faut vérifier que U moins 1 est dans l'ensemble O de E. Donc on va le faire en 2 temps. On va montrer que l'inverse est dedans et que c'est stable par produit. Donc montrons l'inverse. Si U est dans O de E, pour tout X appartenant à E, j'ai U de X qui est égal à X. Comment vous allez me montrer que U moins 1 est dans E de E? Si, si, on a vu qu'il a U moins 1 dans GLE. Alors, on le sait par la question 1b. On a montré que U est bijectif. On a U moins 1, U de X égale X. Tout ça, on remplace le X par U moins 1 de U de X. Voilà. U de X en l'opposant Y. Voilà, alors je suis d'accord, ça on peut alors je parle là, ça tu le revois comme U moins 1 de U de X. Et puisque, alors si on pose Y qui est égal à U de X, je vais mettre U étant bijective, on a Y qui, enfin, im de U, c'est E tout entier, ce qui implique qu'en fait on peut écrire ça quel que soit Y dans E carrément, et ça on peut l'écrire comme norme de Y est égale à la norme de U-1 de Y. Je suis d'accord avec toi. Donc U-1 appartient à O de E. Et maintenant il reste un troisième point. Il faut montrer que c'est stable par produit. Si U et V sont tous les deux dans... Enfin, par produit, par composition du coup. Mais si U et V sont dans O de E, il faut qu'on dise que c'est que la norme de U rond V. Bah, ça, parce que U est dans O de E, ça fait la norme de V de X. Parce que V est dans O de E, ça fait la norme de X. Donc, U rond V appartient à O de E. Ok sur groupe, enfin c'est pas quelque chose de très compliqué, bonne idée sous-groupe, mais sous-groupe de quoi?
Bien ce qu'on rend, c'est des applications bijectives, et du coup faire que l'élément neutre, c'est l'identité. C'est-à-dire que là, vous vous envoyez dans le mur si vous parlez de l'application nulle comme un isomorphisme. Et on va vous trifouiller sur... ah donc, si vous n'avez pas réfléchi plus loin, 0 est dedans, comme balance des étudiants. Ah donc l'application nulle, elle conserve le produit scalaire. Si je mets en entrée de l'application nulle un vecteur de norme 2, à la fin j'ai un vecteur de norme 2. Donc le vecteur nul est de norme 2. Je vous envoie dans le mur aussi longtemps que je veux avec ça. Enfin, tant que vous vous réveillez pas, je maintiens. Question 3. Soit U dans L de E et E1EN une base orthonormée, montrez que U est dans O de E, c'est équivalent à ce que U de 1 jusqu'à U de N est une base orthonormée de E. Alors c'est logique. Si U appartient à O de E, bah, la base E1 c'est égal à U de E1. La base E1 c'est égal à U de 1, non? La norme de E1 sera égale à la norme de U de E1. Ouais. Du coup, Donc la orthonormalité restera conservée. ah non, là, ça conserve la norme. Enfin, le fait que les vecteurs sont tous de norme 1. Pourquoi ils vont être orthogonaux? En gros, la seule chose qu'il me faut, c'est qu'est-ce que vous utilisez. Ouais. C'est écrit dans le sujet, hein, donc il y a juste à utiliser dans le sujet. Qu'est-ce que vous utilisez pour prouver que... Alors, O de E, tu vois, à un groupe. et en plus, ça prouve quel sens, tiens, c'est vrai. Je pense qu'il y a une preuve quand même à écrire, et je vais vous l'écrire, mais il y a un sens, c'est évident. Mais il faut que ça vous, c'est pas à moi de le dire. Enfin, encore une fois, ça vous d'y penser. C'est vous qui allez être devant le sujet et que vous allez devoir vous battre avec le sujet. Pourquoi, si E1EN est une base orthonormée, U de 1 jusqu'à UEN est une base orthonormée? C'est-à-dire chaque vecteur est de norme 1 et chaque produit scalaire entre deux vecteurs différents fait 0. Parce que U, ça conserve le produit scalaire. Oui, c'est marqué. C'est la question 1A. Le produit scalaire de, si je prends la propriété avec U de x scalaire U de y égale xy avec x qui vaut EI et y qui vaut EJ, ça me donne bien que le produit scalaire de U de EI, U de J, ça fait le produit scalaire EI, EJ, et ça fait 0 si I est différent de J, et ça fait 1 si I vaut J. Donc c'est juste le sens direct, pour la 2B là, ou non, c'est la question 3, pardon, le sens direct, c'est uniquement appliquer un A. Il n'y a rien de plus à dire que j'applique un A pour dire que ça marche. Alors le sens réciproque, je pense qu'il faut écrire quelque chose. Si je sais que E1EN est une base orthonormée et que U de 1 jusqu'à U de N est une base orthonormée, comment est-ce que vous montrez que c'est une isométrie? Comment vous montrez que E est une isométrie? U est une isométrie. Là, je pense qu'il y a une preuve à faire. Et là, il y a une autre idée qu'on n'a pas encore développée dans cet exo pour moi. Comment vous avez montré que c'est une isométrie? Puisqu'on a la première avec les U, c'est une théorème que U de E1 sera égal à 1, sera égal à la norme de E1. La norme de U de E1, c'est égal à 1, égal à la norme de E1. Oui. Parce que si on prend, par exemple, pour chaque EI, extra la norme de EI égale la norme de EI. Oui. Si on prend, par exemple, un vecteur qui appartient à la famille avec des combinaisons linéaires, du coup, la norme sera toujours U de X, ce sera toujours U de la composition de E1 à E2, combinaison linéaire. Ouais, alors l'idée pour moi est là. On va aller calculer ce que c'est que la norme de U de x au carré quand x est quelconque. Et comme tu me dis, le x il se décompose. C'est-à-dire que le x, je peux le voir comme la somme des xi fois ei. Ce qui va donc me faire la somme des xi fois u de ei.
puisque c'est une base orthonormée, ça fait juste la somme pour i égale 1 à n des xi au carré. Parce que la famille, enfin, si vous voulez, derrière, enfin, ça fait fois la norme des u de i au carré, hein, mais ça fait 1. Et maintenant que j'ai fait ça pour norme de u de x, je le fais juste pour norme de x au carré. Ça fait la somme pour i égale 1 à n des xi ei, et ça fait aussi la somme des xi au carré. Donc les deux sont bien égaux à la même chose. Donc ça, c'était juste un calcul, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez dans cette question. Et l'idée en plus, c'est je prends un vecteur quelconque x et je le décompose dans ma base E1, En. Et je calcule une norme dans une base orthonormée. Donc, mais une fois que vous avez fait ça, ça marche et c'est bien une isométrie. Donc voilà pour cet exercice. Vous ne faites pas avoir par groupe. Pensez à vos formules de polarisation et le reste, ça va à peu près naturellement, je pense. On continue à essayer d'avancer vite. On a quasiment fini, on est déjà au 110 de proba. Il n'y a plus que le 111 et le 112. Alors celui-là, va peut-être falloir le faire, parce que celui-là, ça doit être des... Vu qu'il nous donne une somme, ça doit être des calculs un peu techniques qu'on n'a pas trop vus. Alors après, c'est encore une fois un exo que j'appelle pas un exo de proba, hein, c'est un exo de calcul de somme discrète, hein, mais... Enfin, de somme, de somme de série, quoi. On vous donne une formule de calcul de somme. La somme pour k égale q jusqu'à plus l'infini des q parmi k, x puissance k moins q, ça fait 1 moins x puissance q moins 1. C'est la dérivée km. C'est une simplification de la formule de la dérivée km de la géométrique. Soit p dans 0,1, soit xy, deux variables aléatoires définies à valeur dans grand N, et on suppose que la loi du couple xy est donnée par, pour tout kn dans n étoiles, la probabilité de x égale k inter xy égale n, c'est ça si k est plus petit que n et 0 sinon. Première question qui n'est pas demandée dans le sujet, est-ce que ces variables sont indépendantes? Je vous en ai déjà parlé, c'est évident. Non, pourquoi? Parce qu'on va avoir des probas non nuls pour tout k et pour tout n, et qu'on a dans les probas conditionnels des zéros. Ce qui veut dire qu'à aucun moment pour ces probas-là, la probabilité de x égale k inter y égale n sera égale à la probabilité de x égale k fois la probabilité de y égale n. Dès que vous avez des zéros dans des intersections, dans des probas conditionnels ou des intersections, il ne peut pas y avoir indépendance. L'indépendance, ça n'a rien à voir avec le fait d'être disjoint. Dès qu'on est disjoint, on est dépendant, entre guillemets. J'en ai déjà parlé, mais c'est un vrai réflexe à avoir et à penser là-dessus. Première question, vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. Oui, alors c'est ça qu'on veut vérifier, et puis on veut quand même dire que les termes sont positifs, mais la question 1, c'est vraiment très très bête, parce que, alors la seule chose qu'il faut dire, c'est, alors si, il faut se rendre compte de ça. On va faire la somme pour n égale 0 à plus l'infini. Alors je vais le faire temporairement de la somme pour k égale 0 à plus l'infini, vu que k et n sont dans n carré, des probabilités de x égale k inter y égale n. Sauf que cette proba vaut 0 si k strictement plus grand que n. Donc cette somme, je vais maintenir la somme de n égale 0 à plus l'infini, mais je vais faire là la somme pour k égale 0 jusque n. Dans ce cas-là, ça va me donner le k parmi n, le p que je vais pouvoir sortir. Et derrière, je vais juste l'écrire un peu plus vite, mais ça va me donner du 1 moins p sur 2 à la puissance n. Et derrière, je peux l'écrire si je veux, mais j'ai une somme qui va de k égale n plus 1 à plus l'infini des 0. Si je fais mon châle proprement. Ok? Donc j'ai cette somme-là à calculer. Je peux tout sortir de la somme, en fait. Je suis bête. C'est-à-dire que ça fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini. Je peux mettre le p devant. Je peux mettre le 1 moins p sur 2 à la puissance n. Et je vais juste me retrouver avec la somme pour k égale 0 à n des
k parmi n. Alors la somme des k parmi n, ça vaut... Comment vous calculez une somme avec des k parmi n dedans? C'est toujours la même méthode. Et encore, il n'y en a qu'une qu'on connaît. Comment vous calculez une somme avec des k parmi n? Le binôme de Newton. Donc s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on met? On met 1 puissance k, 1 puissance... Ça fait 2 puissance n. Le 2 puissance n qui va aller se simplifier avec le 2 puissance n de l'autre côté, ça me fait p, somme pour n égale 0 à plus l'infini des 1 moins p puissance n, les deux étant simplifiés. Ceci, c'est la série géométrique de raison 1 moins p, donc ça me fait p sur 1 moins p, ça fait p sur p, ça fait 1. Ok pour ce calcul, c'est du calcul technique, mais il faut y penser. Déterminer la loi de y. Alors justement, pour déterminer la loi de y, c'est la probabilité de y égale n. On va faire ça comme la somme pour k égale 0 à plus l'infini des probabilités de y égale n inter x égale k. C'est une FPT ou c'est une disjonction de k. Enfin, je vais vite, je vous fais juste les calculs techniques pour que vous les ayez vus. Oui. Dans la question 1, on peut pas dire aussi que tous les termes sont positifs. Si, il faut le dire, mais ça c'est à peu près évident que ces termes-là sont positifs, mais bien sûr, il faut que ce soit une somme de termes positifs qui fasse 1. Bien sûr, s'il y a un moins 1 puissance n, ce n'est pas une proba. Et la somme pourrait quand même faire 1. J'ai presque plus de batterie, mais ça va tenir pour 5 minutes, j'espère. Sinon, tant pis pour les autres, ils n'avaient qu'à venir en cours. Donc, alors, on doit sommer ça, sauf que je remonte là-haut. La proba est non nulle que si k est plus petit que n. Donc n est fixé et je fais varier k. La proba est non nulle que si k est plus petit que n. Donc ça devient la somme pour k égale 0 à n des k parmi n p 1 moins p sur 2 à la puissance n, plus la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini des 0. Donc la probabilité de y égale n, ici, c'est le même calcul que ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que ça fait ceci fois la somme pour k égale 0 à n des k parmi n. Ceci fait comme avant 2 puissance n par le binôme. Ça fait du p 1 moins p à la puissance n. Votre loi de y, c'est une loi géométrique décalée. Alors décalée parce qu'elle est dans grand N. Et que la géométrique, elle est dans grand N étoile. Mais c'est une loi géométrique décalée. Justement, déterminer la loi de y, prouver que 1 plus y suit une loi géométrique en déterminer l'espérance. Donc la question 2b, c'est juste la probabilité si je pose z qui vaut y plus 1. J'ai déjà z de oméga qui fait n étoile, on l'a fait plein de fois. La probabilité de z égale n, c'est la probabilité que y plus 1 égale n, c'est la probabilité que y est égal à n moins 1, et ça nous fait bien du p1 moins p puissance n moins 1, et on a bien retrouvé notre géométrique, donc l'espérance fait 1 sur p. Déterminer la loi de x. C'est le dernier calcul technique, celui-là. 3. La loi de x, c'est la probabilité de x égale k. Donc on va clairement le faire comme l'intersection pour n égale 0 à plus l'infini des probabilités de x égale k inter y égale n. Ça fait la somme... je vais quand même penser à faire un truc avant que ça plante, si jamais ça plante. Voilà, ça c'est fait. Alors pardon, j'allais écrire ma somme de n égale 0, mais encore une fois, les probas sont non nuls dès que k est plus petit que... Enfin, sont non nuls dès que k est plus petit que n. Donc cette somme, je dois la séparer en deux cas. Soit n est strictement plus petit que k et cette somme fait 0, soit ça fait la somme pour n égale k à plus l'infini. Et maintenant, ça me fait ceci.
Alors, c'est là où il faut penser à la somme qu'ils nous ont donnée dans le sujet. Sauf que la somme qu'ils nous ont donnée dans le sujet, elle commence bien à k. Il y a bien du k parmi n, mais derrière, il y a du... Ouais, il y a du x puissance k moins q. Et ici, nous, on a du 1 moins p sur 2 puissance n. Donc, si on veut comparer à ce qui est écrit là, il faut l'utiliser avec du 1 moins p sur 2 puissance n moins k plus k. Du coup, ça va faire que ce que je peux sortir de cette somme, c'est du p facteur de 1 moins p sur 2 à la puissance k. Et derrière, il va me rester la somme qu'ils m'ont donnée. Et cette somme, je ne sais plus ce qu'elle vaut, c'est marqué dans le sujet. Ça fait du 1 sur 1 moins p sur 2. Le tout à la puissance, c'est q plus 1, c'est ça? Donc k plus 1 ici? Je suis pas fou, je remonte, mais je crois que c'est ça. 1 moins x puissance q plus 1. Ouais, c'est ça. Donc ça fait ça. Donc on a notre loi. C'est pas une loi de référence, hein, c'est juste du calcul et ça fait cette loi-là. Voilà pour cet exercice de proba.